Eh oui, vive Polydor. Et nous, Sud Radio, comme vous le savez, on est tous les jours sur le Tour de France avec l'arrivée et le résumé dans les vraies voix sur Sud Radio et le week-end, bien sûr, et sport, rugby, tout cela, mais le tour, on est en plein dedans, on est en plein cœur. Et évidemment, on va en parler avec Jean-Paul Olivier et on va en parler avec Daniel Potra, mais surtout, on va parler de tout. On va parler de ce mythe, on va parler de ce que c'est, on va parler de Polydor, bien sûr, hein. C'était l'hommage à Polydor hier. Et puis, on va parler des sujets qui fâchent. On va parler de ces maires écologiques qui ne veulent plus du Tour de France. Ils veulent plus entendre parler, c'est mauvais, ça sent, c'est sale, ça sent mauvais, le Tour de France, c'est sexy, c'est machiste, c'est pas bien. Voilà, là, ils sont bien, ces écolos, hein. On va vraiment s'amuser avec eux à Lyon, à Thalia Perret, à Rennes, PS d'ailleurs. Et puis on va parler aussi du dopage, éternelles questions qui reviennent. Mais surtout, on va parler de la magie du Tour de France, de ce que c'est comme miroir de la France. Et est-ce que ce Tour de France agonise? Est-ce que cette France-là, son ADN est en train de disparaître ou pas? On va en parler tout de suite. Et oui, on en parle tout de suite sur Sud Radio, André Berkoff, mais c'est vrai que c'est un Tour de France inédit, donc pour des raisons sanitaires, bien entendu, mais surtout parce que c'est le premier sans la présence de Polydor. Et donc hier, un hommage lui a été rendu sur la 12e étape qui traversait donc le village de Saint-Léonard de Noblat dans la Vienne, où il a vécu jusqu'à son décès. C'était le 13 novembre dernier. Eh bien, écoutez cet hommage. Il était là, présent partout dans la ville, en grand sur la pelouse du stade qui porte son nom, sur des photos ou des affiches. Raymond Polydor était surtout présent dans les chœurs, ceux des Miolets tout d'abord, heureux de voir le Tour rendre un dernier hommage à l'enfant du pays. Ça nous touche quelque part parce que je pense que Raymond aurait été... C'est notre enfance aussi. C'est notre enfance, voilà, aussi. Et Raymond, je pense qu'il doit être content. Il est dans le cœur de tous les Français. Ouais, il est dans le cœur de tous les Miolets tout d'abord et de tous les Français. Il doit être super content de là-haut de nous voir tous auprès de lui, réunis pour lui. C'était une histoire populaire, c'était une époque à mon avis, je parle aussi, ça me fait penser à Yvette Horner, à tout ça. Pour moi le Tour c'est ça. Et oui, le Tour de France c'est ça, André Berkoff. C'est vrai que le Tour de France, eh bien, c'est un hymne à notre beau pays. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir deux anciens célèbres commentateurs de la Grande Boucle, Jean-Paul Olivier, qui en a fait 41 et qui vient de publier donc le Tour de France des villes et des villages chez Mareuil Éditions. Et Daniel Potra, lui, il en a fait 60, même plus, je crois, André. Alors attention, et qui vient de publier effectivement le roman Polydor. Mais Daniel Potra, il va vous montrer deux badges. Il a les deux badges. Regardez. Ah oui, les anciens badges. Alors ça, c'est collector. 1961, c'était la RTF. Je venais d'être engagé à la radio par Georges Briquet. C'était la RTF. C'est devenu l'ORTF avec la maison de la radio voisine en 1964 seulement. Alors ça, mon premier tour en 61 avec Jean-Michel Lelio et sous les ordres de Georges Briquet. Et puis celui-là, donc en fait j'en ai fait 10 pour la radio, une trentaine pour la télévision et puis depuis quelques années 20 pour le plaisir. Ah bah c'est très bien ça. Et dites-moi alors Daniel, j'étais hier à Saint-Léonard. Et vous étiez à l'hommage effectivement hier rendu à Polydor. Polydor, sa vie, c'est un véritable roman, peut-on? Oui, c'est un véritable roman, c'est vrai, c'est pour ça qu'on a appelé, que Louis de Mareuil a décidé d'appeler ce livre le roman de Polydor. Il pourrait figurer, puisqu'on est dans une émission culturelle, il pourrait figurer dans la comédie humaine. C'est un héros de Balzac, Raymond Polydor. C'est quelque chose d'inimagable. D'abord le nom. Le nom, c'est peut-être ça aussi qui avait sa réputation. Poupou, Polydor, la pouliche d'or, etc. Même si ce sont des appellations qui pouvaient gêner ces deux filles. Corinne et Isabelle me l'ont raconté. Quand on allait à l'école, à Saint-Léonard de Noblat, ça allait. Mais ensuite, quand on était au lycée, à Limoges, on nous appelait la pouliche d'or, etc. Ça nous gênait un petit peu. Elles profitaient pas de la notoriété de leur père. Ah oui. Mais hier, il y avait 189 maillots aussi qui étaient affichés sur le bord des routes dans la région de Saint-Léonard, les 189 maillots qui symbolisaient les 189 victoires de Raymond Polydor. Ah oui, c'est impressionnant. Jean-Paul Olivier, juste une question. Est-ce que, question même pas perverse celle-là, est-ce que Polydor n'était-il pas d'autant plus populaire qu'il a toujours été numéro 2? Est-ce qu'on n'aimait pas aussi ça, le presque gagnant quand même? Il n'a pas été toujours numéro 2 parce qu'il a remporté plus de victoires que... C'est vrai, non, quand je dis numéro 2 au Tour de France. Enfin, mais effectivement, lorsqu'il est arrivé, Jacques Anquetil dominait les plaines et les monts, et en particulier contre la montre.
Donc il ne s'est jamais avoué vaincu, même s'il a terminé, comme vous le dites, deuxième. Et puis c'est surtout un personnage qui n'a jamais triché. Il était tout à fait sain, il n'a jamais pactisé avec l'ennemi. Donc il faut toujours lui rendre hommage, parce que il est resté, il a duré en permanence, et jusqu'à la fin, même quand il représentait le Crédit Lyonnais, etc., il était là. Et je crois que c'est Marcel Ansen qui avait dit, lorsqu'on parlera plus tard de Poulidor, on ne pourra pas comprendre que ce cœur est vieilli. Oh, c'est joli. Et dites-moi, il a fait 14 tours en tout. Au bout du 14e, il croyait encore à sa victoire ? Le 14e, peut-être pas. Je crois que l'un des derniers, il a terminé encore deuxième. Le 14e, il était sur le podium. Il était sur le podium. C'était en 76, il est troisième. Ouais. Battu seulement par Merckx. Et il a même failli battre Merckx. Et il avait un supporter fantastique cette année-là. C'était Jacques Anquetil, qui était dans une radio concurrente, Europe, pour ne pas le nommer, qui était consultant, et qui tous les soirs venait lui dire, tu peux battre Merckx. Il l'avait déjà battu dans les Pyrénées au plat d'année. Tu peux battre Merckx, tu peux gagner ce Tour de France. Et Raymond, ensuite, il se demandait pourquoi d'un seul coup Anquetil devenait son supporter. Et quelques temps après, il a réfléchi, c'est que Merckx, à ce moment-là, avait gagné 4 Tours de France. Anquetil était le seul à en avoir gagné 5. Et Anquetil ne voulait pas que Merckx le rattrape. Ah là là. Et on peut dire qu'il a quand même été malchanceux, même si je sais que Poulidor n'aimait pas qu'on dise Poulidor le malchanceux, mais quand même le pauvre. Il dit qu'il a eu de la chance d'avoir de la malchance. Il était positif en tout cas. Et il y a Blondin qui a écrit, évidemment, c'est pas à vous que je vais parler d'Antoine Blondin. Juste, moi, il y a une histoire de Blondin que j'adore, et vous la connaissez sûrement peut-être, mais je dis pour les auditeurs de Sud Radio, Blondin qui écrivait dans l'Équipe, qui écrivait ses chroniques magnifiques, et c'était à l'époque de Jacques Godet et de Félix Lévitan. Et il mangeait avec eux au soir étape. Et premier soir, on leur sert du steak de pintade, le second soir des ailes de pintade, le troisième soir des brochettes de pintade, et le quatrième soir de la soupe de pintade. Et à ce moment-là, Blondin se lève, il dit Monsieur Lévitan, il dit mais qu'est-ce qu'il y a Antoine? Il dit si la pintade doit faire le Tour de France, qu'on lui donne un dossard. Voilà. En tout cas, Blondin. Et le Tour lui a rendu hommage aussi à Blondin, puisqu'il est passé par Linard, où il avait sa résidence, pas très loin de chez Poulidor. Et Blondin qui a dit effectivement de Poulidor, on ne peut pas être premier dans un état second. Et à propos du duel historique Anquetil-Poulidor, il disait donc Anquetil incarnait la partie noble de l'homme, Poulidor la partie fatale. Incroyable, ce Blondin, phénoménal. Et il avait titré Blondin Haute-Vienne que pourra. Oh, que c'est joli. Non mais Blondin, on se repasse tous ces mots, c'est magnifique. Mais justement, je voudrais aussi bien Daniel Potra que Jean-Paul Olivier. Au fond, il y a ces choses extraordinaires. Je voudrais que vous en parliez. C'est vrai que le Tour de France, c'est une des choses les plus mythiques, j'ai dit à 14 juillet pendant un mois tous les jours. C'est cette espèce d'osmose qu'il y avait avec le public, les suiveurs, les coureurs, etc. Cette chose-là, comment on pourrait la définir? Est-ce que c'était une France qui encore avait, comment dirais, sa collective, il y avait encore un esprit collectif? Aujourd'hui, on se pose des questions. C'est la plus belle tragicomédie des temps modernes, le Tour de France, hein, avec ses envolées lyriques des échappées solitaires, hein, ses monologues des courses contre la montre, ses chevauchées fantastiques en montagne, ses joies, ses drames, ses peines, ses héros, tout ça, c'est du théâtre vivant, c'est le théâtre vivant par excellence. C'est pourquoi tous ceux qui le critiquent aujourd'hui, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi, quand on voit l'enthousiasme qu'il continue à susciter, même si, il faut bien le dire, hein, cette année en particulier, les organisateurs font profil bas, bien en sûr, particulier le COVID, le COVID. Pour ne pas subir la critique, justement. Alors qu'en fait, je vais vous dire, c'est le meilleur d'épaulement des esprits aujourd'hui, le Tour de France. Le Tour de France, il redonne le sourire à toute la France en ce moment, où on est pris par plein de problèmes. Non, mais ce qui est le plus rigolo, juste avant de faire Jean-Paul Olivier, c'est que les mêmes personnes qui disent la bicyclette, qu'est-ce que c'est que la fête de la bicyclette sinon le Tour? Et alors là, je peux vous dire que le Tour, après le passage des coureurs et de la caravane, est beaucoup plus propre que les quais de la Seine que je viens d'emprunter il y a 5 minutes. Là.
Ah oui, à ce point-là. Et on se retrouve après une petite pause. Jean-Paul Olivier, non, on a encore 10 minutes. André, la publicité, ce sera dans 10 minutes. Ah. Jean-Paul Olivier, comment vous expliquez effectivement que depuis 1903, effectivement, le public est autant fasciné par cette course alors? Qu'est-ce qui les fascine? C'est la performance, l'héroïsme, la bagarre, Vous savez, Ramadier, qui était président du Conseil, lorsqu'il avait dit « faites des économies sur tout », il avait dit ça aux députés, « faites des économies sur tout, sauf sur le Tour de France ». Parce que le Tour de France, c'est 3 semaines de paix. Et franchement, les Français, tout de suite après la guerre, ils attendaient le Tour de France. Du reste, Alphonse Boudard a écrit « Les Français ont compris » que la paix était revenue lorsque Jean Robic est entré le premier au Parc des Princes. C'est génial. 47. Ah oui, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est une fête de rassemblement, quoi. C'est ça. Mais absolument. Il y a tout dans le Tour de France. Vous avez la caravane publicitaire, vous avez la montagne, vous avez les contre-la-montre, vous avez tout. Vous avez les faces sont multiples, quoi. C'est une scène multiple. Et la mise en valeur surtout de notre patrimoine géographique aussi, qui est important. C'est un plus extraordinaire. C'est vrai, on découvre des villages, on découvre des... Oui, parce qu'il paraît qu'en fait, 25% des étrangers donc, se déplacent pour la course, mais 75% surtout pour découvrir notre patrimoine. Au travers en particulier, on voit bien que la culture chrétienne de la France, au travers de ces magnifiques chapelles, églises et cathédrales que le réalisateur Forestier nous montre tous les jours. Oui. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est une glorification du patrimoine à travers ce voyage qu'on fait, quoi. Et puis pour revenir à Poulidor, il y a quand même une chose extraordinaire, c'est que son directeur sportif, Antonin Magne, était un radiesthésiste à ses heures. Il avait un pendule et quand un nouveau coureur venait, il lui prenait une main et au-dessus de l'autre main, il faisait tourner son pendule. Et il s'est aperçu que le mois de juillet ne serait jamais favorable à Raymond Poulidor. Et ça a été le cas pendant toute sa carrière. Le mois de juillet, tous les Tours de France se sont disputés depuis 1903 au mois de juillet. Raymond nous a quittés au mois de novembre. 3 mois après, les organisateurs décidaient de mettre le Tour au mois de septembre. Si ce sacré virus était arrivé 50 ans plus tôt, il aurait remporté. Poulidor aurait gagné le Tour de France. Ou au moins porté le maillot jaune. C'est vrai qu'il y a quand même un tour qu'il aurait dû remporter, c'était en 1968, mais encore la malchance s'en est mêlée, on peut dire. Non mais tous les ans, d'ailleurs, Poulidor c'est l'exemple même de la résilience, ce mot à la mode qu'on emploie là aujourd'hui. Tous les ans, après le premier tour, 3 jours avant le départ, il se fracture un doigt et il part avec une main dans le plâtre. Et il termine quand même pas très loin, quoi. Il se dit donc l'année prochaine, ça va être mon tour. L'année d'après, au contrôle de ravitaillement de Martigny dans les Alpes, il s'apprête à prendre sa musette, qui doit lui être donnée par Antonin Magne avec sa fameuse blouse blanche, et il ne voit pas la blouse blanche. En fait, Antonin Magne avait été retardé, c'est un mécanicien qui distribuait les musettes. Il ne la voit pas, il ne prend pas sa musette, il est victime d'une terrible défaillance et il perd le Tour dans la Forclaz en perdant 10 minutes sur Anctil-les-Bains-Montès. Il se dit, un truc comme ça ne peut pas m'arriver encore une fois. L'année d'après, c'était 64, là, il ne l'a pas perdu une fois pendant le Tour 64, il l'a perdu 5 fois. Et puis, l'année d'après, c'est Gimondi, un coureur qui ne devait pas être là, qui s'inscrit au dernier, qui est retenu au dernier moment, qui a 22 ans et qui gagne le Tour de France. L'année d'après, c'est Lucien Aymar, un coéquipier dans lequel, et tous les ans, il se dit, mais il ne peut pas m'arriver la même chose, donc je vais gagner l'année d'après. Et pendant 10 ans, voilà. Jean-Paul Olivier, juste un mot, quand même, pour revenir au mythe du Tour de France, etc. C'est vrai que tout le monde, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas un milieu qui ne s'intéresse pas au Tour de France. Que ce soit les mémés, que ce soit les EHPAD, que ce soit les politiques, lycéens, que ce soit les lycéens. Tout le monde, effectivement. C'est-à-dire que ça réconcilie, mais absolument toutes les couches de la société française. Absolument. Il y en a pour tous les goûts. Alors ceux qui aiment la course vraiment s'intéressent forcément à la course, et puis ceux qui aiment moins la course, eh bien ils ont les paysages, ils ont cette belle France sous les yeux, et ça c'est fantastique. Et puis en ce qui concerne le sport, eh bien vous savez, les coureurs se bagarrent et les gens aiment bien cette lutte. Et Jacques Godet, lui, était là en permanence dès que le Tour de France n'était plus très bien sur les rails, c'est-à-dire dès qu'il n'y avait plus de bagarre, dès qu'il n'y avait
plus de lutte, ben là, il se mettait en colère. Il a fait des éditoriaux à couper le souffle. Oui, il faut préciser que Jacques Godet a été directeur du Tour de 1936 à 82. C'était le fils spirituel d'Henri Desgranges, en quelque sorte. Et Jacques Godet avait fait un éditorial à mourir. Et il y avait en 1961 un Tour de France qui était dominé par Jacques Anquetil, du départ à l'arrivée pratiquement. Et Jacques Godet, voyant que tout le monde se résolvait à la victoire de Jacques Anquetil, avait écrit « Les nains de la route ». Il avait titré « Les nains de la route ». Au lieu des géants de la route. Les nains de la route. Personne ne bougeait. Personne ne bougeait. Et en 1950, Jean-Paul aussi, tu te souviens, quand les coureurs sont passés du côté de Sainte-Maxime, il faisait chaud entre Toulon et Monaco, ils se sont arrêtés pour se baigner sur une plage qui est juste en face de chez moi d'ailleurs. Et près de la maison où a terminé sa vie Henri Desgranges aussi. Ils se sont baignés. Et Jacques Godet a trouvé ça honteux que les coureurs s'arrêtent pour entrer sur la plage. Et pendant 20 ans, le Tour de France n'a plus emprunté les routes du bord de mer. Et justement, à ce propos, il a écrit « La révolte contre les rois fainéants est un devoir ». Oh, c'est joli. C'est presque politique, là. Dites-moi, tous les présidents de la République, sauf apparemment Pompidou, n'a pas suivi le Tour de France, c'est ça? Oui, il y a les présidents élus, oui, effectivement. Ça a commencé par De Gaulle, mais De Gaulle était sur le bord de la route parce qu'il habitait Colombey les deux églises. Et puis, il avait décidé donc de venir voir passer la caravane et le Tour de France. Jacques Godet a eu peur parce qu'il s'est rendu compte que le Tour de France allait passer par Colombey. Et il s'est dit, et si le général est en week-end à Colombey? Oui. Alors donc il dépêche Élie Vermelanger, qui était son secrétaire général, pour venir voir si le général est sur le bord de la route. Il était effectivement là. Il était là. Alors par le téléphone de la gendarmerie, il n'y avait pas les portables à l'époque, par le téléphone de la gendarmerie, il a alerté Jacques Godet. Et Jacques Godet, à ce moment-là, a appelé Henri Anglade, qui était le capitaine de l'équipe de France, et a dit, Henri, nous allons marquer une pause à Colombey les deux églises pour saluer le général. Alors, vous allez me mettre en ligne. Gastone Nencini, maillot jaune. Jean Gragzik, maillot vert. Vous, Henri Anglade, capitaine de l'équipe de France. Antonin Roland, le vétéran du Tour. Et André Darrigade, champion du monde en titre. Vous les mettez en ligne. Moi, je serai devant avec ma voiture. Et on va s'arrêter. Et cet épisode, justement, de Gaulle a valu à Antoine Blondin une chronique fantastique qu'il avait intitulée « L'affaire est dans le sacre » et dans laquelle il déclara « De Gaulle est le président des Français. 11 mois sur 12, en juillet, c'est Jacques Godet. » Mieux. Il avait dit « Je suis enfin d'accord avec un président de la République qui ne laisse rien passer. » Même pas le Tour de France, exactement. Joli. Extraordinaire. Non, c'est vrai que ça a suscité des choses absolument formidables. Et c'est vrai que ça suscite toujours, d'ailleurs. Mais, on va aussi parler des grains de sable et de mauvais grains de sable, quelquefois, dans la machine qui, non pas la bloque, mais la met un peu en panne. On va en parler. Exactement, André Berkoff. Effectivement, le Tour de France est-il en train d'agoniser? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec nos deux invités, Jean-Paul Olivier et Daniel Potra. Alors restez avec nous, on revient dans un instant. Les cœurs, on avance en cadence, il n'y a pas de place pour les flâneurs. Pousse un peu, alors tu bouges, vas-y donc, lanterne rouge, Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Et oui, André Berkoff, eh bien la course du bonheur, on peut dire que c'était avant. C'est-à-dire que depuis quelque temps, quand même, on se pose des questions, et depuis là, il s'est quand même passé, je rappelle, 2 ou 3 choses quand même un peu bizarres. D'abord, la maire PS de Rennes, Parti socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, a refusé d'acquérir le départ du Tour de France en 2021. C'était prévu que ça parte de Rennes. Non, il partira de Brest. Et alors, on lui dit, mais pourquoi? Et il dit, attention. Je trouve ça, les déchets, gestion catastrophique, justement, vous disiez le contraire, Jean-Paul, on va en parler, et puis l'image sexiste de la femme que véhicule la grande boucle. Et elle n'est pas la seule. Le nouveau maire de Lyon, Europe Écologie Les Verts, Grégory Doucet, a déclaré carrément, lui dans le Progrès, le Tour de France véhicule une image machiste du sport et il est polluant. Même discours que Nathalie Appéré, et puis quand même, moi ça m'a vraiment
frappé, je suis pas le seul. C'est sa disparition des hôtesses. Alors, au prétexte de non, c'est pas bien, c'est sexiste, oui, enfin, la femme objet, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle embrassait le vainqueur de l'étape sur la joue, donnait des fleurs. Franchement, de quoi ça parle? Ça procède, vous qui suivez depuis tant d'années le Tour de France, Jean-Paul Olivier, Daniel Potra, ça procède de quoi, ça? C'est quoi, selon vous? C'est tout simplement politique. C'est politique. Vous savez, les écologistes veulent marquer leur présence, mais je pense pas que ça aille plus loin. Parce que maintenant, ils veulent aussi enlever l'arbre de Noël de Bordeaux. À Bordeaux, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train d'aliéner le bonheur des gens. Ça n'a aucune signification. Oui, ils disent oui, le Tour de France accumule des déchets. Mais non. Et c'est faux. Mais c'est complètement faux. Le Tour de France, c'est très propre. Il y a une dame qui me disait, moi, ça n'a jamais été plus propre dans ma vie. Le Tour de France passe. Et même avant le passage du Tour, toutes les communautés refont les routes, etc. Donc ça participe au bien-être de tout le monde. Puis il y a des règles très strictes avec l'organisation maintenant. Même les coureurs ne peuvent pas jeter leur bidon n'importe où. Et puis un bidon qui est jeté au bord de la route, ça fait le plaisir de tellement de gosses. On parle de la pollution automobile, il y a peut-être je sais pas combien, 800 ou 1000 voitures dans le Tour de France. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant 3 heures avant le passage des coureurs et 1 heure après, la route est bloquée. Donc il y a peut-être 1000 voitures qui passent, mais pendant ce temps-là, il y en a 3000 qui ne passent pas. Donc en fait, même encore de ce côté-là, puis je vous dis rien que pour les esprits, quoi, vraiment, mais ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. C'est bobos écolos des villes qui ne connaissent pas la véritable écologie. En fait, ils mettent en avant dans cette polémique les chiffres, à savoir le Tour, c'est 120 tonnes de déchets sur près de 3500 km, mais bon, ils sont ramassés en quelque sorte. Mais c'est ça, oui. Jean-Paul, c'est inédit cette affaire dans l'histoire du Tour. Mais vous savez, Daniel parlait des bidons jetés. Vous savez, il ne reste pas longtemps au bord des routes ces bidons. Il n'y a pas besoin d'un camion de déchets pour les ramasser. Ce sont les jeunes, les gosses, les gamins, les grandes personnes également qui prennent un bidon. Vous vous rendez compte, ils ont un bidon, ils sont heureux, ils vont le garder. C'est le Tour de France, ce sont les coureurs. Non mais c'est assez étonnant effectivement ce côté bobo écolo. En plus, je voudrais vous faire parler des hôtesses. Qu'est-ce que ça participe de la même démarche. Je comprends pas. On comprend pas. Ouais, alors d'abord, oui, il reprochait aussi qu'il n'y ait pas de Tour de France féminin. Oui, le maire de Lyon, effectivement, réclame un Tour de France féminin. Il y a eu un Tour de France féminin entre 1984 et 2009, je crois. Et avant, 1955. Oui, il y en a eu d'autres. Ça s'appelait pas le Tour de France, ça s'appelait la Route de France avec Jean Lelio, avec qui tu travaillais, Jean-Paul, et qui l'organisait, oui. Et mais je ne sais pas comment on pourrait faire le Tour cette année, le Tour féminin, parce que je vais vous raconter une anecdote machiste. Allez-y. Dans la montagne, les spectateurs, il leur arrive avec les coureurs qui sont attardés de courir à côté d'eux et même certains de les pousser. On le voit de moins en moins maintenant, mais ça se voyait encore il y a une vingtaine d'années. Et quand le Tour féminin avait lieu en même temps que le Tour masculin, c'est-à-dire sur le même parcours, 2 heures avant, il y a 20 ans à peu près, eh bien, il y avait certaines filles aussi qui étaient lâchées, qui demandaient aux spectateurs de venir les pousser. Et au moment où le spectateur courait et s'apprêtait à mettre la main, comme chez les garçons, dans le bas du dos, il se retenait, la fille disait « pousse-moi ». Ben non. Aujourd'hui, le mec, il irait en prison. Voilà le monde dans lequel on était. Moi, je suis content d'avoir eu 20 ans dans les années 60, d'avoir connu l'arrivée de la pilule et d'avoir pu admirer Brigitte Bardot dans Les Dieux créés à la femme. Et alors, attendez, mais Daniel, vous poussiez aussi des jeunes filles là dans le... je sais pas, oui. Quoi. Non, mais il y a eu quelques attitudes machistes avec les filles, parce qu'au début, dans les premiers Tours de France féminins, ça ne marchait pas forcément. Oui, bien sûr. Les gens étaient réticents, etc. Et Félix Lévitan avait dit, tiens, on va mettre le Tour de France féminin avant la caravane publicitaire, parce que comme ça les gens vont entendre du bruit et ils vont venir voir la caravane publicitaire, ça va la valoriser. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Mais justement pour l'anecdote, Daniel, vous me disiez qu'à une époque, effectivement, les femmes étaient interdites dans la caravane. Femmes, il n'y avait pas de femmes dans le Tour de France, non, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes, il y avait le spectacle du soir, par exemple avec Annie Cordy, qui l'a fait pendant plusieurs années. Il y avait 11 ans, Dalida qui est venue en 64, et même Dalida en 64, on l'avait
habillé avec la combinaison du photographe vedette de l'équipe, Jacques Boilem, et avec le casque et tout. Elle avait fait quelques kilomètres sur une moto, et le soir, elle donnait le spectacle. Mais à ce moment-là, il y avait pas de femme journaliste, il y en avait peut-être une, mais il n'y avait pas de femme qui accompagnait il n'y avait pas de femme médecin, il y avait les infirmières. Aucune femme ne pouvait approcher les coureurs. Il y avait les infirmières. Mais dans la caravane publicitaire, il n'y avait pas de femmes. Elles sont arrivées en 1975 à peu près seulement. Et là, après, c'est une déferlante, mais c'est tellement beau. Ça fait partie du spectacle. C'est pas quoi, les jolies femmes, André, n'est-ce pas? Je vois pas comment on peut faire un spectacle sans cela. Enfin, je vais passer pour un marxiste convaincu. Mais je voudrais qu'on aborde autre chose. Oui, alors justement, dans un instant, on va parler d'une autre polémique qui a toujours entaché le Tour de France, André Berkoff. Mais avant, écoutons cela. C'est vrai ce qu'ils disent dans les journaux que sans le doping, vous n'auriez pas battu ce record de l'heure? Ah non, écoutez, je voudrais pas m'échauffer, mais je répète encore pour la dernière fois que je n'étais pas dopé au Vigorelli. Mais enfin, bon sang, relisez l'article que j'ai publié à la NRF. Oui, c'est vrai, vous écrivez, oui. D'ailleurs, je vous admire tellement que je garde tous les journaux qui parlent de vous. Et justement, dernièrement, il disait textuellement « Ce record ne sera pas homologué parce que lorsque Fauchon s'est soumis au contrôle antidoping, l'éprouvette s'est mise à bouillir. » C'est vrai, ça? C'est possible. Pas fait attention. N'a pas fait attention. Ah oui, et il disait aussi que lorsque vous étiez descendu de vélo, vous étiez mis à danser le Charleston pendant 5 ou 10 minutes. Alors, évidemment, c'est... Ah bon? Non, j'ai pas fait attention. Eh oui, j'ai pas fait attention. Michel Galabru et Bourvil, André Berkoff. Bourvil, absolument, un sketch culte. Effectivement, dites-moi, où on en est? Enfin, on se rappelle de l'épisode Lance Armstrong, qui a défrayé la chronique pendant très longtemps, mais il n'y a pas que Lance Armstrong. Où on en est de cette histoire de doping? Parce que moi, j'ai un point de vue, mais un point de vue de huron, d'amateur, dans tous les sens du terme. Moi, je me suis toujours demandé comment on arrivait à monter l'Aubisque, le Tourmalet, je ne sais pas, 3 cols en une étape, comme ça. Non, mais je veux dire, un être humain normal, comment on y arrive? Et moi, ça ne me choquait pas, encore une fois, c'est une opinion tout à fait personnelle, que si on prenait pas quelque chose pour arriver à faire ça, parce que c'est quand même assez hallucinant. En fait, cette histoire de doping... Vous connaissez, on en parle tout le temps, c'est presque un marronnier, mais enfin ça existe. Où on en est de cela? Enfin, qu'est-ce que vous en... Vous savez, les coureurs cyclistes, les champions cyclistes, ne sont pas des êtres comme vous et moi. Donc, ils font de la compétition, ce sont de véritables athlètes, de véritables professionnels. Bon, c'est normal, c'est normal. Qu'ils fassent 3 cols mais bien sûr, et plus. Donc, non, ils s'entraînent. Par exemple, vous parliez d'Armstrong. Moi, je me demande pourquoi on lui a retiré ses 7 Tours de France. Il n'avait pas fait pire que bien d'autres auparavant. Si, il a fait pire. Mais c'était une autre époque aussi. Mais il faut dire que Armstrong, il avait apporté quelque chose de nouveau. C'est lui qui est allé s'entraîner pour la première fois pendant des semaines et des mois en altitude, qui s'est habitué à emmener des petits développements, à pédaler très vite, comme l'a fait ensuite Froome, par exemple, à pédaler très vite, c'est-à-dire qu'on dépense moins d'énergie, mais on a un phénomène d'asphyxie. Eh bien, lui, en travaillant ça en altitude, il pouvait ensuite, à 1500 mètres dans l'école de France, alors qu'il s'est entraîné à 3000 mètres, ça lui paraissait facile et il avait ce dopage naturel. Regardez, Guillaume Martin, qui est l'un des meilleurs Français du Tour de France cette année, il a passé 3 mois l'hiver dernier après Manon avec les skieurs de fond à travailler dans des caissons, avec atmosphère réduite et avec apport d'oxygène, etc., pour compenser, etc. Vous voyez, donc il y a toute une préparation. Mais il ne faut pas quand même avoir une langue de bois. Anquetil a dit on ne peut pas faire un Tour de France à l'eau minérale. Quand Anquetil courait, les coureurs prenaient des amphétamines. Les amphétamines n'étaient pas interdites à ce moment-là. Moi, avant d'être journaliste, j'ai fait des études de chimie. Donc et ce phénomène m'a passionné. J'ai suivi ça pendant toute ma carrière avec les médecins de près.
Ensuite, on a eu dans les années 70 les corticoïdes. Ouais. Les anabolisants et tout ça. Bon, regardez les palmarès des courses à ce moment-là, dans les années 70, c'était pas détecté, c'était pas recherché, c'était donc pas interdit. Ça veut pas dire que c'était autorisé, qu'on le préconisait. Non, mais c'était pas interdit. Ça existait. En fait, ces produits dopants est toujours ensuite, il y a eu l'EPO qui est arrivé. Ouais. Là, l'EPO, c'est l'huile de foie de morue des grands-mères, mais à haute dose. À haute dose. Ouais. Si on prenait juste ce qu'il fallait d'EPO au bout de 8 étapes de plat menées à 60 à l'heure, où le coureur a perdu une bonne part de ses potentialités avant d'aborder la montagne, s'il se rééquilibrait juste comme ça en globules rouges, ça lui permettait d'avoir un corps beaucoup plus sain et de prendre moins de risques pour escalader les cols. Or, si vous prenez 10% de plus, vous avez 10% de globules rouges. Je schématise, c'est pas du tout médical ce que je dis, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Vous avez 10% et vous pouvez aller, votre moteur fonctionne 10% mieux. Eh bien, au lieu de prendre 10%, il y en a qui en prenaient 20, 30, et il fallait qu'ils se lèvent la nuit pour éviter d'avoir le sang qui était trop épais et tout ça. Il fallait faire de l'exercice à 3h du matin et tout. Donc pour vous, sans langue de bois ni rien, le doping, puisque le dopage, on en parle depuis des décennies, c'est un faux problème ou c'est un vrai problème? Non, c'est un vrai problème. Mais je veux dire qu'il y a toujours eu des substances qui venaient, mais en plus, comme le disait Jean-Paul, il faut dire quand même que ce sont des champions qui pratiquent le sport le plus dur du monde et qui passent le plus de temps à l'entraînement, mais vraiment, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, on est dans un autre monde. Aujourd'hui, on ne parle plus de globules rouges et tout ça. Ouais. On parle de watts. C'est les watts qu'ils préfèrent. Et non la watt. Et un coureur, par exemple, Romain Bardet, son entraîneur me disait il y a 2 ou 3 ans, Romain, il est sur son vélo, il a des capteurs, il a un compteur devant lui, et puis il a dans l'oreillette les conseils de son directeur sportif. Et son entraîneur, il est devant un ordinateur au centre de l'équipage G2R, il est à Chambéry. Et c'est lui qui dit à Bardet, non, attends, il te reste plus que 300 watts à dépenser, là, tu n'attaques pas, tu restes tranquille, etc. etc. Et là, maintenant, oui, ça y est, il n'y a plus que 10 minutes de course, donc tu peux y aller. Alors, on en est... c'est à l'oreillette, maintenant, c'est les coachs. Tout ça, et puis sur son écran, sur son guidon. C'est ça, c'est en cela que moi, ces coureurs, en plus, avec leur casque qui est nécessaire, oui, mais les lunettes aussi dont ils pourraient se passer, je les appelle des OPNI, des objets pédalants non identifiables, et on ne peut plus en faire des vedettes aujourd'hui parce que on ne les reconnaît plus, quoi. Jean-Paul, même chose, vous pensez que c'est devenu quand même tout ça, peut-être presque intelligence artificielle, enfin j'exagère, mais pas loin? Oui, il y a eu, comme disait Daniel, plusieurs strates dans le dopage. Au début, on a commencé en 1955 par faire des contrôles de salive. Ça a commencé. Et puis ensuite, les laboratoires ont fait aussi beaucoup de progrès. Alors les coureurs en ont profité quelque part. Donc c'était une application qui devenait très utile. Mais bon... c'est une course-poursuite. Exactement. Entre les labos pharmaceutiques qui font... Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces produits dopants, c'est quand même des produits qui à l'origine ont des sont des médicaments. Ce sont des médicaments. C'est des médicaments. Bien sûr. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que quand même ces affaires de dopage n'ont jamais entaché la ferveur pour le Tour. Et ça, c'est quand même. Les Français sont d'une indulgence. Mais ça s'est retourné quand même sur les coureurs cyclistes parce qu'on ne parle de dopage qu'avec les coureurs. Alors que je voudrais bien savoir comment ça se passait, pourquoi certains tennismen avaient le même médecin en Espagne que les coureurs qui eux ont été déclarés positif, et dans le tennis, il n'y a pas eu de... on en parle beaucoup plus sur le football. Le football, il n'y a jamais... voilà, tout ça. Donc, les cyclistes, pourquoi? Parce que le cycliste, il est serviable et corvéable à merci, là. Et oui, et pour finir, effectivement, cette discussion sur le dopage, rappelons-nous Coluche qui disait, sans dopage, pour arriver le 14 juillet, eh bien, il faudrait que les cyclistes partent à Noël. André. Eh bien, oui, et Coluche qui a dit beaucoup de choses. Je crois que effectivement, après cette petite pause, nous allons revenir au mythe. On va revenir effectivement sur cette vraie magie du Tour de France. Peut-elle renaître? Eh bien, on en discute dans un instant sur Sud Radio avec nos invités Jean-Paul Olivier et Daniel Potra. Alors, à tout de suite. France, du titi.
de l'armée et du mécano. Et oui, il y a les sœurs Étienne, c'était les sœurs Étienne, et il y avait les frères Jacques, mais... Dont l'une a été mariée à Jacques Godet. Ah, d'accord, on comprend mieux alors. Qui était marié à Jacques Godet. Non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais qu'on revienne, d'ailleurs, on revient avec vous. Enfin, parce que bon, on a parlé des écolos grincheux, des mauvaises querelles, on a parlé du dopage, effectivement, vrai faux problème. Mais je voudrais revenir à cette magie du Tour que vous connaissez comme personne, tous les deux, Daniel Pautrat et Jean-Paul Olivier, revenir à cette fête, et à cette fête qui, notamment, il y a très 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 longtemps, je crois, Céline a emprunté une certaine route. Oui, une route des plus mythiques de France. Écoutons. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Alors Jean-Paul Olivier, est-ce que le Tour de France est un jour passé par la Nationale 7? Oui, il a emprunté la Nationale 7, oui. Et puis au tout début déjà. Mais je crois que... Au tout début, c'est-à-dire ça a commencé en 1903 le Tour, donc dans ces années-là. C'était Paris-Lyon la première étape. Ah oui. Ouais, systématiquement. Alors ça a été jusqu'aux années 50 à peu près. À partir des années 50, on a commencé à beaucoup moins l'emprunter. Donc on a utilisé les départementales. Et les vicinales, vous disiez. Et aujourd'hui, les vicinales. Parce que j'avais fait quelques reconnaissances avec Christian Prudhomme, là, notamment en Bretagne. Ben, vous savez, ils empruntaient des routes où il y avait une ferme, etc. On se demandait, on entendait un chien aboyer. C'était extraordinaire. Et alors, un jour, on montait donc du côté de Spézette, dans le centre Finistère, et il y avait une maison qui était là, en bordure de route, une seule. Ouais. Et alors, je disais à Christian, si on allait frapper à la porte et qu'on trouve la dame ou le monsieur, et qu'on leur dise le Tour de France va passer devant votre porte dans un mois. Est-ce qu'ils ne nous prendraient pas pour des fous? Vous l'avez fait? C'était un chemin. Vous l'avez fait? Oui, bien sûr. Ah non, on l'a pas fait. Ah, vous n'êtes pas allé frapper à la porte? On n'a pas été frapper à la porte, mais vous savez, j'ai vu des choses étranges, quoi. C'est pas possible qu'ils empruntent ces routes-là. Et alors, ce livre, le Tour de France. Alors oui, Jean-Paul Olivier, vous venez de publier un livre extraordinaire. C'est une mine d'informations pour les amateurs de vélo et d'histoire. Il s'intitule Le Tour de France des villes et des villages, donc aux éditions Mareuil. Et il permet donc de découvrir ou de redécouvrir ces villes et villages, donc qui sont entrés dans l'histoire de la Grande Boucle, donc soit par un fait de course ou un événement particulier. Alors dites-nous, selon vous, quels sont les grands lieux de légende du Tour? Alors, ça, c'est une question particulièrement difficile. Difficile, bah oui, j'imagine. Elle est difficile parce Alors, que ceux qui vous ont le plus marqué. Vous avez les monuments nationaux, par exemple. Bon, on passe devant les monuments nationaux, on arrive dans des villes, etc. Bon, mais vous avez aussi les cols, les montagnes, qui sont fantastiques. Alors, justement, quels sont les cols qui ont sacré les meilleurs grimpeurs du peloton? Il y a eu l'Izoard, il y a eu le Tourmalet, il y a eu tous ces cols, hein, ces cols de légende. Donc... on les distingue. Mais Jean-Paul, quels sont par exemple, justement, on parlait des villes et des villages, quels sont par exemple, on ne va pas citer tous parce que il y en a tous, ils sont dans votre livre, mais quels sont vous, par exemple, vous êtes entré dans un paysage, un village, c'est ça, et ça vous a, je dirais pas coupé le souffle, mais ça vous a vraiment fait quelque chose dans vos souvenirs? Est-ce que vous êtes dans vos découvertes, comme on dit? Je me souviens surtout des anecdotes dans des villages. Vous savez, on arrivait dans le nord de la France, dans un petit village qui s'appelait Fontaine-au-Pire. Il y avait 100 habitants. Et c'était formidable. Ils arrivent là, on avait rencontré le maire, avant même que l'épreuve ne prenne son essor. Le maire, qui s'appelait Monsieur le maire, d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Et alors, tout le monde se réjouissait d'arriver dans cette petite commune minuscule, etc. Et puis, il y a... c'était une étape contre la montre par équipe. Une première équipe s'élance, c'était l'équipe d'Henny Kuiper, et la voilà bloquée. Elle est bloquée par les ouvriers d'Usinor Denain qui sont en grève. Donc, systématiquement, l'étape est annulée. Ah oui. On ne peut pas repartir. Donc les gens de Fontaine-au-Pire
les 100 habitants qui avaient là augmenté, bien sûr, des autres spectateurs venus d'ailleurs, sont là, ils attendent le tour et ils ne verront pas le tour. Vous vous rendez compte de ce drame qui peut se passer ? Alors là, alors évidemment, Félix Lévitan et Jacques Godet ont promis donc à Monsieur le maire de revenir l'année suivante. Donc le Tour de France est arrivé normalement à Fontaine-au-Pire. Mais bon, le maire se lamentait au début, ce jour-là, le premier jour où il est arrivé. Je lui dis, Monsieur le maire, vous vous rendez compte, vous entrez dans l'histoire. C'était ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des paysages qui sont extraordinaires. Moi, la première fois que j'ai fait le Tour de France, j'ai pu escalader l'Izoard et passer dans la case déserte. La case déserte, c'est au milieu du col de l'Izoard. La route s'élargit. Il y a comme ça s'appelle un cirque là, et avec des montagnes qui ont chacune. Il y a 5 ou 6 grands massifs avec des visages humains. On dirait des géants. Et ils ont été immortalisés par le dessinateur des pieds nickelés, le grandissime Pélos. Et Pélos a fait les géants là. Et c'était les géants là, de la montagne. Et c'est lui qui a lancé aussi que ces géants, quand ils se manifestaient, il y avait avec eux la sorcière aux dents vertes qui apparaissait. La sorcière aux dents vertes, c'est la malchance. Hein. Et après, ou quand ils passaient dans l'autre sens, les coureurs dévalaient à tombeau ouvert. Non, mais c'est vrai, la case déserte dans l'Izoard, c'est l'endroit le plus magique du parcours du Tour. Alors, une dernière question. Selon vous, la dernière fois qu'un Français a gagné le Tour de France, donc c'était Bernard Hinault en 1985. Cette année, qui a ses chances? Vos pronostics, Jean-Paul et Daniel? Cette année, on assiste à quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un duel entre 2 pays, la Colombie, on les connaît depuis quelques années, et la Slovénie, avec des garçons comme Pogačar et Roglič, et puis de l'autre côté, il y a Bernal, Quintana, etc. Ça va être une belle bagarre dans les dernières étapes. Jusqu'à présent, c'est Roglič qui a fait la meilleure impression, mais il y a un garçon qui ne fait pas de bruit, qui se retient apparemment, c'est Quintana, qui pourrait peut-être encore être là. Et puis, on espère que Romain Bardet, pour une fois qu'on ne parle pas de lui parmi les favoris, et s'il nous faisait un truc, mais on serait heureux. Espérons-le. Merci Daniel Potra, merci Jean-Paul Olivier. Je rappelle que vos livres, donc le roman de Polydor et le Tour de France des villes et villages, sont parus chez Mareuil Éditions. Je rappelle aussi que Sud Radio donc fait son Tour de France, l'arrivée et le résumé dans les vraies voix chaque soir, André, effectivement, et également le week-end dans Sud Radio Sport et Rugby. Tout de suite, vous retrouvez donc Brigitte Lahaie. Aujourd'hui, elle parle de vos plus belles histoires d'amour avec son invité Pascal Neveu.